4 juillet 1954, aux États-Unis, c'est la fête nationale. Les troupes américaines défilent fièrement. L'économie est en plein essor, il fait beau et le pays tout entier est en liesse. Les derniers échos de la Deuxième Guerre mondiale s'estompent. Les Français acceptent de se retirer d'Indochine, laissant derrière eux deux États, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. On ignore alors que cette situation va entraîner une nouvelle guerre. Aux États-Unis, la chasse aux sorcières fait rage, mais cet anticommunisme primaire est dénoncé comme étant inconstitutionnel. Le président Eisenhower et le premier ministre Winston Churchill signent à Washington l'accord du Potomac qui cimente l'unité anglo-américaine. Le jour de la fête nationale, on fait du hors-bord sur le lac Erie et on pique-nique sur les berges. Mais pour certains, cette insouciante journée va se terminer dans le drame et dans la confusion. À 6 heures du matin, en ce jour férié, le maire de Bay Village appelle la police. Sa voisine, Marilyn Shepard, a été poignardée avec sauvagerie. À 20 km de là, à Cleveland, c'est un jour de grand calme. Reporters et photographes se précipitent à l'élégante demeure du docteur Sam Shepard, neurochirurgien respecté et l'un des notables influents de Bay Village. C'est sa femme, Marilyn, qui a été brutalement poignardée. Il semble que ce soit l'œuvre d'un intrus. Les voisins Esther et Spencer Hook sont les premiers à qui le docteur a téléphoné lorsqu'il a découvert le corps à 5h45 du matin. La maison a été mise à sac, peut-être par quelqu'un à la recherche de drogue. La mallette du docteur Shepard a été vidée. Celui-ci déclare avoir été assommé 2 fois. À l'étage gît le cadavre ensanglanté de Marilyn Shepard. Sa veste de pyjama a été retroussée et Marilyn a subi 35 blessures distinctes, la plupart à la tête et au visage, certaines au cou et aux mains. Son mari déclare s'être endormi sur le canapé du salon et s'être réveillé en entendant crier Marilyn. Il s'est précipité à l'étage et a aperçu quelqu'un vêtu de blanc près du lit de sa femme. Puis il a été frappé par derrière. Lorsqu'il est revenu à lui, il a réalisé que sa femme était morte. Après avoir vérifié que leur enfant était sain et sauf, il s'est précipité en bas et a rejoint un des intrus au bord du lac. Ensuite, il se souvient d'être revenu à lui sur la grève, les pieds dans l'eau. Mariés depuis 9 ans, Marilyn et Sam Shepard s'aimaient depuis l'enfance. Ils ont un fils âgé de 7 ans et Marilyn attendait un deuxième enfant pour l'automne. Le père de Sam, très autoritaire, a insisté pour que son fils quitte la Californie et revienne dans l'Ohio. Sam travaille avec ses 2 frères dans l'hôpital très fréquenté que leur père a ouvert en 1948. Il y est chargé du service chirurgical. Au départ, le jeune médecin blessé attire la compassion de tous. Mais bientôt, une rumeur se répand. Il fréquenterait en secret une employée de l'hôpital. Les inspecteurs Robert Schottky et Patrick Barrow soupçonnent que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Amorçant ce qui va devenir une véritable croisade de la presse, les journaux de Cleveland décident que le docteur Sam est coupable du meurtre de sa femme et font campagne pour son arrestation. Lors de l'enquête, le coroner Samuel Gerbert renvoie l'avocat de Shepard et fait subir durant 8 heures un impitoyable interrogatoire au médecin. La presse parvient à ses fins le 30 juillet. Le jeune médecin est placé en garde à vue sous les clameurs de la foule. Son procès au tribunal de Cuyahoga sera décrit par une cour d'appel comme un véritable carnaval. Avant même les premiers débats, il est de notoriété publique que les autorités considèrent Sam Shepard indubitablement coupable. Le coroner Samuel Gerbert s'appuie sur les taches de sang trouvées sur la montre-bracelet de Shepard et sur le fait que le matin, celui-ci ne portait plus le t-shirt blanc qu'il avait mis sur lui la nuit auparavant. Le vêtement a été retrouvé sans la moindre tache de sang sur la plage. Gerbert annonce en outre que les marques sur l'oreiller maculé de sang n'ont pu être faites que par un instrument chirurgical. Le docteur Shepard est bien sûr chirurgien.
La défense néglige de lui demander quelle sorte d'instrument aurait pu laisser cette trace particulière. Tout au long du procès, la défense fait preuve d'incompétence. Ce fragment de dent retrouvé dans la chambre, qui n'appartient à aucune des dents de Sam ou de Marilyn, n'est pas montré au tribunal. On ne cherche pas non plus à savoir d'où provient ce morceau de cuir rouge, alors qu'il n'y a rien de semblable dans toute la maison. Et ces raclures sous les ongles de Marilyn qui ne correspondent à rien dans la maison. Cet élément n'est même pas évoqué. L'accusation fournit un mobile. Le médecin avait une maîtresse, la laborantine Susan Hayes. Celle-ci déclare qu'il voulait obtenir le divorce pour l'épouser, mais qu'il craignait la colère de son père. Le docteur Shepard admet avoir menti à propos de son aventure lors de l'enquête, plaidant que c'était pour protéger Susan Hayes et non lui-même. Il affirme avoir été poussé vers une autre femme par la crainte qu'avait Marilyn des rapports sexuels après la naissance difficile de leur fils. Mais le jury est peu convaincu. Le 17 décembre à 9 h, les jurés se retirent pour délibérer. Ils ne rendent leur verdict qu'au bout de 4 jours et demi, durant lesquels ils subissent visiblement l'influence de la presse. Shepard est coupable de meurtre au second degré sans préméditation. Il est condamné à l'incarcération à vie. Le jeune médecin, autrefois populaire et respecté, ne parvient pas à croire ce qui lui arrive. Sur la route qui le conduit en prison, il jure de continuer à se battre. Sa maison, qui jusque-là était restée sous scellé, est enfin ouverte aux enquêteurs privés. Ceux-ci commencent à rechercher des indices en vue de s'opposer au verdict du jury. Les avocats entreprennent de retrouver un homme aux cheveux touffus. C'est le seul indice que le médecin ait pu fournir concernant la personne qui l'a poursuivi sur la grève. 2 témoins déclarent avoir aperçu près de la maison un homme correspondant à cette description, mais leur témoignage n'est pas jugé assez convaincant. Des rumeurs commencent à circuler sur la stabilité mentale de Shepard. C'est alors qu'un nouveau drame se produit. La mère de Sam Shepard, qui a toujours été convaincue de l'innocence de son fils, est anéantie par la révélation de son infidélité. Elle se suicide. 11 jours plus tard, le père de Shepard, affligé, meurt des suites d'un ulcère à l'estomac. L'avocat de Shepard engage un criminologue scientifique, le docteur Paul Leland Kirk, pour examiner le lieu du crime. Celui-ci découvre que le tueur est gaucher, alors que Shepard est droitier, et que la grande tache de sang sur la porte du placard ne provient ni de Marilyn ni de son mari. L'avocat de Shepard espère que ces éléments lui permettront d'obtenir un nouveau procès, mais on le lui refuse. Les tribunaux rejettent aussi l'indice de la dent et l'incompréhensible quantité de sang sur l'oreiller qui laisserait supposer que le meurtrier aurait été couvert de plus de sang que l'accusé. Une lueur d'espoir survient. Un détenu de Floride avoue être l'auteur du meurtre. Il dit avoir été sous l'emprise de l'héroïne. Après une visite du coroner Gerbert, il se rétracte. Un cabinet de détectives privés parrainé par un magazine et dirigé par un certain Garner se penche sur l'affaire. Garner fait passer les frères Shepard au détecteur de mensonges et se dit prêt à faire de même avec le docteur Shepard. Mais on lui refuse l'autorisation et Garner, frustré, doit rappeler ses enquêteurs. C'est un avocat de Boston de 29 ans, Lee Bailey, qui prend en charge l'affaire en novembre 1961 et y applique sur le champ ses brillants talents. Depuis quelque temps, Shepard a entamé une idylle épistolaire avec une Allemande, une certaine Ariane Thieben-Johans, fascinée par le tapage médiatique qui entoure l'affaire dans les magazines allemands.
L'arrivée d'Ariane dans l'Ohio remet l'affaire Shepard au goût du jour. Mais on apprend qu'Ariane a appartenu par le passé aux jeunesses hitlériennes. De plus, un des principaux acolytes d'Hitler, Joseph Goebbels, a été son beau-frère. Il avait épousé sa demi-sœur Magda, avec Hitler pour témoin. On frise le scandale. Convaincu que les droits constitutionnels de Shepard ont été violés durant le procès, Lee Bailey demande aux tribunaux un ordre d'habeas corpus. Dr. Sam Shepard, be seated. Dr. Shepard, for the record, is a practicing physician and surgeon in. Mais cela ne fait que causer de nouveaux ennuis au docteur Shepard. On m'a dit que je devais renvoyer Maître Bailey, mon avocat, et que je devais faire en sorte que Stephen Shepard et Richard Shepard ainsi qu'Ariane Teben-Johans cessent de harceler les autorités de l'Ohio. On m'a réveillé à environ 4 heures du matin et enchaîné avec des menottes aux poignets. Des chaînes aux pieds et entre les jambes, autour du cou et ainsi de suite. On m'a transporté de nouveau au pénitencier de l'Ohio et placé entre deux portes séparées d'environ 45 cm où je suis resté 6 jours et 6 nuits. Tout cela sans eau ni nourriture. On refuse donc à Shepard la liberté conditionnelle. Mais le 18 juillet 1964, il est libéré contre une caution de $10 000. Le juge fédéral, entendant enfin la demande d'habeas corpus, vient de statuer que ses droits constitutionnels n'ont pas été respectés. Il constate 5 violations distinctes et taxe le procès de parodie de justice. Shepard, qui vient de passer 10 ans en prison, est libéré et attend un nouveau procès. 2 jours plus tard, il épouse Ariane Teben-Johans. Pour les médias, cette idylle est bien plus intéressante que les préparatifs du recours final porté devant la Cour suprême des États-Unis. Comment avez-vous su que vous étiez amoureuse d'un homme que vous n'aviez jamais vu? C'est justement pour m'assurer que j'étais bien amoureuse de lui que je suis venue aux États-Unis. Et quand avez-vous su que c'était vraiment de l'amour? Dès le premier instant, au parloir. Mais Sam Shepard est loin d'être tiré d'affaire. Et Bailey ne se fait pas d'illusions. Maître Bailey, comment un homme peut-il être emprisonné 10 ans et maintenant être reconnu innocent ou libéré de prison? Parce que notre système comporte de graves défauts. Comment expliquez-vous sa première condamnation? Elle est le résultat, selon le juge Weinman et moi-même, de l'hystérie de masse provoquée par une presse trop zélée. Par défi, Sam Shepard et sa nouvelle épouse achètent une maison près du lac, à moins d'1,5 km du lieu du drame. Mais soudain, la Cour d'appel ordonne qu'il soit remis en prison, à moins que la Cour suprême ne consente à entendre l'affaire dans un délai de 20 jours. Mais l'avocat de Shepard défend fermement son client. Il y a quelques instants, un avocat de Cincinnati m'a lu des extraits du jugement de la 6e Cour d'appel itinérante qui a ordonné que Sam Shepard soit renvoyé en prison et a jugé que sa libération en juillet dernier était abusive. Il y a eu un dissentiment vigoureux sur ce jugement. 4 juges qui examinent à présent l'affaire dans les tribunaux fédéraux, 2 d'entre eux soutiennent mon client et un seul contre lui. En tout cas, il ne retournera pas en prison. Nous allons présenter de nouveaux recours et je prévois qu'il conservera sa liberté au moins jusqu'à la fin de l'année. Le 28 février 1966, la foule se presse devant la Cour suprême des États-Unis, qui doit juger de l'équité d'un procès qui a eu lieu 10 ans auparavant. Je pense que nous pouvons dire qu'il y a suffisamment de preuves et cela a été mentionné dans les dossiers d'audience. Mais la question de savoir si Shepard est coupable ou non est une chose que ce type d'action en justice n'est pas censé prouver. Shepard a-t-il fait jusqu'ici des déclarations sur ce point? Il me semble qu'il a constamment dit depuis le jour où sa femme a été tuée qu'il n'avait rien à voir avec ce meurtre. Le procureur général de l'Ohio, William Saxby, se présente pour démontrer le caractère équitable du procès d'origine. Il n'y a jamais eu aucune preuve digne d'être examinée ou réexaminée. L'iniquité de ce procès est une invention bâtie au fil des ans. On a raconté qu'il y avait des éléments concernant un autre meurtre.
Shepard a publié un article pour lequel il a été rémunéré intitulé « Je connais l'assassin de ma femme ». Tout cela n'a mené à rien. C'est de l'invention, voilà tout. C'est comme pour Sacco et Vanzetti. On a dit que c'était injuste, que le procès était bâti sur des préjugés. On a tenté de faire valoir cette idée au fil des ans. Sam Shepard a eu un procès équitable. Il y a eu un bon jury. Il y a eu un bon juge. Tout a été correctement mené. Le jury l'a reconnu coupable et je pense que cette cour établira à nouveau ce fait. John Corrigan, procureur du comté de Cuyahoga, confirme qu'aucune nouvelle preuve n'a été produite devant la Cour suprême. Le docteur Shepard conteste-t-il ce point? Non, il n'affirme pas qu'il y a de nouvelles preuves. Le dossier est à présent tel qu'il a été présenté au jury il y a bientôt 11 ans. Il ne conteste pas alors la culpabilité ou l'innocence. Il conteste simplement la publicité précédant le procès et l'impartialité de son audience. C'est exact. Il soutient n'avoir pas eu un procès équitable en raison de la publicité faite avant et durant le procès. Ne serait-ce pas une remise en question directe du système fondé sur le jury et son intégrité? À mon sens, c'est bien ce problème qui est soulevé. Qu'est-ce qui doit prévaloir, notre système qui s'appuie sur le jury ou la liberté de la presse? Malgré la certitude des autorités de l'Ohio, la Cour suprême décide par 8 voix contre 1 que le procès n'a pas été équitable. Elle ordonne que soit immédiatement ouvert un nouveau procès ou que les chefs d'accusation soient abandonnés. Le docteur Shepard passe donc à nouveau en jugement dans le même tribunal que la première fois. Mais les autorités de l'Ohio promettent que ce second procès sera équitable. Pour la bonne conduite de ce procès, j'estime qu'il est nécessaire qu'il n'y ait ni caméra, ni matériel de prise de son d'aucune sorte, ni au premier, ni au deuxième étage du tribunal. On évitera ainsi tout malentendu. Le 4 octobre 1966, John Corrigan arrive au tribunal pour mener l'accusation devant le juge Francis Talty. Cette fois, ses témoins sont soumis à un contre-interrogatoire serré. L'inspecteur Schottky est forcé d'admettre qu'il n'a pas examiné s'il était possible que Shepard se soit lui-même infligé ses blessures, bien que ce point aurait pu être crucial pour établir s'il était ou non le meurtrier. Les jurés visitent les lieux du crime. Ils peuvent ainsi constater que le témoignage de Shepard, qui affirme n'avoir tout d'abord pas entendu les cris de sa femme, est plausible étant donné la distance entre la chambre et le salon. On leur montre l'endroit où ont été trouvés le fragment de dents n'appartenant ni à Sam ni à Marilyn, et le morceau de cuir rouge. Quant au sang sur la montre, Bailey révèle qu'il y a des traces à l'intérieur et à l'extérieur du bracelet, probablement postérieures au crime. Mais le jury est extrêmement sceptique face au témoignage du coroner Gerbert concernant la marque laissée sur l'oreiller tachée de sang de Marilyn et qui aurait été causée par un instrument chirurgical. Le coroner doit admettre qu'il a cherché cet instrument dans tous les États-Unis pendant 12 ans, sans succès. Tout au long du procès, les jurés sont cette fois soigneusement isolés. Ils sont impressionnés par les témoins issus de la profession médicale produits par la défense. Parmi ceux-ci, un dentiste affirme que 2 des dents de Sam ont été brisées par un véritable assaillant sur la plage et qu'il est impossible qu'il se soit lui-même infligé cette blessure. De même, un médecin déclare avoir examiné le docteur Shepard 2 jours après le meurtre et que celui-ci avait une vertèbre fracturée et une meurtrissure de la moelle épinière. Aurait-il pu s'infliger lui-même ces blessures, demande Bailey. Le médecin répond seulement s'il s'était précipité d'une fenêtre du premier étage. Au cours d'un résumé d'1 heure pour la défense, Bailey souligne à nouveau toutes les inconséquences du premier procès et dénonce les témoignages de l'accusation comme 10 livres de fadaises dans un sac de 5 livres. Le 16 novembre, à 10h45 du matin, les jurés sont ramenés au tribunal pour entamer les délibérations. Tandis que la presse se masse à l'entrée du tribunal, Bailey est autorisé à ramener son client à l'hôtel où tous deux séjournent durant le procès. Il se prépare à soutenir un long siège contre la presse. À présent, le problème de l'avocat est d'empêcher le docteur Shepard de boire.
car Sam Shepard est à présent un homme malade. Les années de stress et l'épreuve physique de la prison ont fait de ce jeune médecin au physique d'athlète un homme considérablement affaibli. Il boit beaucoup et dépend maintenant totalement de ses médicaments. Bien que la presse fasse de son mariage avec Ariane un véritable conte de fées, le couple n'est plus heureux. Ariane ne supporte pas le silence forcé que lui impose l'avocat de son mari, qui craint qu'elle ne s'aliène les médias. Le 16 novembre 1966, à 22h20, le verdict est rendu. 12 ans après le meurtre, le docteur Samuel Shepard est disculpé. Mais ce n'est qu'un demi-triomphe, puisque le verdict laisse une question en suspens. Qui a réellement tué Marilyn Shepard? À ce jour, cette question demeure sans réponse. Plus tard, Lee Bailey déclarera: Quand cette affaire a éclaté en 1954, quelqu'un aurait dû prendre la défense de Shepard. Lorsqu'un puissant organe de presse commence à s'emballer et utilise son formidable pouvoir pour persécuter un homme, un contre-pouvoir devrait avoir la possibilité de contester les faits. J'ai étudié toutes les coupures de journaux et je n'ai jamais vu quelqu'un se prononcer en faveur de Sam Shepard. Ce n'est pas la capacité de rapporter des journaux qui est en cause, mais la capacité d'éditer. C'est ainsi qu'un journal a eu le pouvoir de mettre en avant les preuves favorables à l'État en ce qui concerne un témoin et de laisser de côté les preuves défavorables. Ils avaient le pouvoir d'écrire des éditoriaux en 1954 et de pousser les gens à agir. D'ailleurs, ils doivent avoir ce pouvoir, c'est important, mais on peut facilement en abuser. Je pense que c'est ce qui s'est passé alors. Sam Shepard a été acquitté ce soir et je suppose que c'est une grande victoire, mais qui arrive 12 ans trop tard. Le docteur Shepard écrira un livre dont il assurera lui-même la promotion avec son épouse Ariane. Mais derrière l'image du couple parfait qu'ils tiennent à donner au public, leur mariage va de mal en pis. 2 ans après le second procès, Ariane rentre en Allemagne et demande le divorce. Shepard est de nouveau autorisé à pratiquer la médecine. Mais il sera écarté de la profession après avoir été poursuivi pour faute professionnelle. Il se résout finalement à devenir lutteur professionnel. C'est un sport qu'il pratiquait au collège. En octobre 1969, il épouse la fille de son manager, âgée de 19 ans. Mais il meurt quelques semaines après d'une maladie du foie. Toutefois, malgré la tournure tragique que prit sa vie, Shepard explique peu avant sa mort devant un comité du Sénat que son épreuve de 16 ans n'a pas été inutile. Les rouages de la justice tournent lentement. Et dans ce pays, il a fallu 10 ans pour prouver mon innocence. J'espère qu'en témoignant ici, je peux justifier du fait que la Cour suprême des États-Unis et le peuple américain ont réparé une injustice. Ils ne peuvent me rendre mes parents et tout ce que j'ai perdu. Mais ils ont essayé, et c'est ce qui fait de ce pays libre ce qu'il est. Je suis fier de mon pays. Je veux le rendre meilleur pour l'avenir. Et j'espère justifier le fait qu'un homme qui a été accusé à tort a finalement été libéré.